All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Just on timings, Mr. Leitchi, we worked out, I think, that you've got an hour and a bit. I'm not sure what the bit was, but we may start on the questions, but what we're going to do is shorten the lunch hour again for an hour and a quarter, to an hour and a quarter, whatever time you conclude. Sorry, you've got 1 hour 20, so that actually takes us up to lunchtime anyhow. Yeah. My intention, Madam President, is to carry on speaking for roughly 40 minutes. Yeah. And so that Mr. Abdelrahman will have 20 minutes for his own answering statement. Well, you've actually got an hour and 20 left. Okay, well good news. So you can slow down even more. Actually, you've been doing very well, if I may say so. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, whenever you're ready. Okay. Thank you, Madame President. L'élément de preuve suivant sur lequel je veux m'arrêter est la vidéo de la reddition. Ce qui suit répondra également à la question numéro 2 de la Chambre. Contrairement aux représentants légaux des victimes, qui lui consacrent 5 paragraphes de leur mémoire, le bureau du procureur, lui, ne fait que mentionner très timidement cette vidéo au paragraphe 62 de son mémoire. La timidité du bureau du procureur est cohérente avec son attitude lors de l'audience de confirmation des charges. Je rappelle que la vidéo n'avait été sortie du chapeau du bureau du procureur qu'en preuve en réplique à la toute fin de l'audience. C'est le transcrit numéro 9, page 38 à page 40. Si le bureau du procureur avait été plus confortable avec l'utilisation de cette vidéo, il ne fait aucun doute qu'elle aurait constitué sa preuve numéro 1. Les préventions du bureau du procureur ont été confirmées par la Chambre d'appel dans son arrêt OA12. La Chambre d'appel n'admet la considération de la vidéo que en tant que preuve de l'identité de M. Abdelrahman et en exclut expressément toute exploitation en preuve de quelque autre aspect disputé. C'est le paragraphe 93 de l'arrêt OA12. La conclusion est claire et sans équivoque. La vidéo ne peut pas être considérée en preuve de faits relatifs à la culpabilité ou à l'innocence de M. Abdelrahman. Si je puis me permettre, votre Chambre l'a d'ailleurs déjà implicitement au moins admis. Si les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été obtenue n'interdisaient pas sa considération en preuve des actes et conduites de l'accusé, alors la totalité des informations mentionnées dans cette vidéo pourrait être utilisée en preuve. Or, au paragraphe 90 de leur mémoire, les représentants légaux des victimes ont attiré l'attention, et je ne saurais me maudire assez pour ne pas l'avoir remarqué avant eux, ont donc attiré l'attention de la défense sur une erreur dans la retranscription de la vidéo. Les représentants légaux citent le transcrit « J'ai tué, je l'admets, des gens au Darfour ». Ce n'est pas ce que M. Abdelrahman dit dans la vidéo. Et d'ailleurs, la défense demande que cette retranscription soit vérifiée. Ce qu'il dit est la phrase suivante. Il parle du gouvernement, n'ont rien à voir avec la vérité parce qu'ils ont dit que j'étais un terroriste et que j'avais tué des gens au Darfour. Et moi, je suis un homme ordinaire. Je demande donc la vérification de ce transcrit. Quoi qu'il en soit, le fait que cette retranscription erronée contienne une admission de la commission de crime par M. Abdelrahman est intéressant. Jamais personne, ni le bureau du procureur,
dans son mémoire, ni vous, mesdames les juges, n'avez envisagé de considérer cette phrase erronée, hautement incriminante, en preuve de la culpabilité de M. Abdelrahman. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que vous connaissez le droit et que vous mesurez que dans les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été obtenue, en violation de l'article 55, paragraphe 2 du statut, cette vidéo ne peut pas être admise en preuve en vertu de l'article 69, paragraphe 7 du statut. Et c'est ce que la Chambre d'appel a confirmé. Nul dans cette salle d'audience ne peut aujourd'hui encore contester que l'alias Ali Kouchaïb constitue une question centrale du dossier, qui est soumise à la délibération de votre Chambre. C'est une question indissociable de la détermination sur la culpabilité ou l'innocence de M. Abdelrahman. Elle est la première de la ligne de défense. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes y consacrent un chapitre important de leur mémoire. Concluez que la preuve ne permet pas d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Abdelrahman est Ali Kouchaïb, et vous n'aurez d'autre option que de l'acquitter de l'ensemble des charges retenues à son encontre. Cette question fait donc indubitablement partie... Dois-je m'interrompre, Madame la Présidente? Okay, sorry. Either I can deal with it now, or wait till this afternoon, because I tell you what, we'll come back to it this afternoon in the light of what you've said. Je vous remercie. Je disais donc que cette question de l'alias fait indubitablement partie de celles pour lesquelles la Chambre d'appel exclut donc l'emploi de la vidéo en preuve en vertu de l'article 69, paragraphe 7 du statut, au paragraphe 93 de son arrêt. La vidéo ne peut servir en preuve. Elle n'a de toute façon aucune valeur probante pour les raisons évoquées au paragraphe 186 à 189 du mémoire de la défense. Avant de passer à la suite, je mentionne également que le bureau du procureur s'appuie au paragraphe 62 en note de bas de page 214 sur un document qui n'est pas en preuve et qui devra donc être ignoré. L'élément de preuve suivant est la prétendue interview de M. Abdelrahman alias Ali Kouchaïb en novembre 2006. La défense a été surprise de constater l'ampleur de l'exploitation que le bureau du procureur fait de cette interview en tant que preuve de la culpabilité de M. Abdelrahman dans son mémoire. Tout au long du procès, le débat en relation avec cette interview s'est essentiellement limité à son authenticité ou bien son lien avec M. Abdelrahman. La défense contestait la signature, faisait valoir que l'âge d'Ali Kouchaïb et sa fonction dans les Popular Defense Forces ne correspondaient pas à M. Abdelrahman. Ce sont essentiellement les points que le bureau du procureur discute au paragraphe 32 à 41 de son mémoire. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que personne ne doit se laisser abuser par la date prétendue de cette interview, soit novembre 2006. Même si, prétendument, elle date de novembre 2006, elle n'a été reçue par le bureau du procureur qu'en 2021. Son récipiendaire, et d'ailleurs, c'est inhabituel dans la salle, j'y vois un signe. Si, comme la défense le soutient, cette interview est un faux, les services de sécurité soudanais ont donc disposé de pas moins de 15 années pour le préparer. Au paragraphe 37 de son mémoire, le bureau du procureur soumet que le témoin D35 corroborerait l'existence de cette interview en parlant d'une enquête de 2007. C'est une soumission anachronique. L'information du témoin D35 sur une enquête de 2007 ne peut confirmer une interview qui se serait déroulée en 2006. Aucune preuve crédible ne vient corroborer l'authenticité de cette interview. Le bureau du procureur, qui avait l'opportunité d'appeler en réplique
le procureur soudanais auteur de cette interview, qui avait été identifié par le témoin D16, a décidé de n'en rien faire. Il a donc failli à sa tâche de prouver l'authenticité de l'interview et que M. Abdelrahman était bien la personne interviewée. Or, malgré la mention de son nom, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, tout indique que si cette interview est authentique, ce qui est contesté, la personne interrogée n'est pas M. Abdelrahman. Son âge, tout d'abord, 40 ans, alors que M. Abdelrahman a 57 ans en 2006. La position au sein des La position au sein des Popular Defense Forces, dont M. Abdelrahman n'a jamais fait partie. La correspondance avec le Ali Kouchaïb, rencontré en juin 2006 par le témoin D16 à Khartoum, c'est la pièce 82, et finalement le document daté du 3 décembre 2024, transmis par les autorités soudanaises, en anglais, pièce numéro 168, qui confirme sous la rubrique C que M. Abdelrahman n'apparaît pas au registre soudanais des personnes poursuivies et des personnes condamnées, démontre que cette interview ne peut se rapporter à lui. Le témoin D35 avait confirmé que, et il était très bien placé pour le dire, le témoin D35 donc avait confirmé que le registre judiciaire soudanais incluait non seulement la mention des condamnations, mais également la mention des personnes sous enquête pénale. Je vais citer sa déclaration. DAR D31 5x0 274, paragraphe 18, et je le cite en anglais. In the criminal records, we can find if the individual has been convicted, but we can also see if the person has been accused or has been under investigation. We can see all the steps in the criminal records. So, if a person has been investigated, that will appear in his criminal records. Je reviens au français. Ce point n'a pas été contesté par le bureau du procureur dans son contre-interrogatoire du témoin D35. Le fait que M. Abdelrahman n'apparaisse pas au registre soudanais est donc la preuve qu'il n'est pas la personne sous enquête interrogée en novembre 2006. Soit ce document est un faux, soit la personne interrogée est une autre personne. On a vu mercredi l'usage extensif que le bureau du procureur, que le bureau du procureur fait de cette interview. Il exploite ce document comme une déposition de M. Abdelrahman dans sa propre affaire. Mon confrère a même parlé de l'équivalent d'une déclaration en vertu de l'article 55.2 du statut. Vous trouverez cette mention au transcrit 160 de mercredi, real time, page 25, lignes 3 à 8, c'est la version anglaise. Déclaration en vertu de l'article 55.2. Bien tenté, chers confrères, mais non. L'interview de 2006, comme la vidéo de la reddition, n'a été précédée d'aucune des garanties requises par l'article 55.2 du statut. Le procès-verbal ne fait aucune mention du fait que la personne interrogée ait été informée qu'il existe des motifs de croire qu'il aurait commis des crimes, aucune mention de son droit à garder le silence, aucune mention de son droit à l'assistance d'un conseil, aucune mention enfin de son droit d'être interrogé en présence d'un conseil, et d'ailleurs, il ne l'est pas. Ali Kouchaïb n'est pas le seul à avoir été interrogé par les autorités soudanaises en relation avec les événements de 2003. Les témoins P878 et P883 l'ont été également. Les deux ont confirmé dans leur témoignage que le procès-verbal de leur interview ne leur avait pas été relu
et qu'on ne leur avait pas demandé de le signer. P878 a indiqué que le procureur soudanais lui avait dit qu'il était interrogé en qualité de témoin et ne lui avait pas précisé que ce qu'il pourrait dire pourrait être retenu contre lui. Le témoin P883 a indiqué que, selon sa perception, il n'avait aucune liberté de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées. C'est la pièce 61. Pour le témoin P878, c'était la pièce 67. Leur témoignage, donc, confirme le non-respect des garanties de l'article 55.2 du statut et fait apparaître la signature apposée au prétendu procès-verbal d'Ali Kouchaïb comme une anomalie supplémentaire. La jurisprudence constante de cette Cour est que les preuves obtenues en violation de l'article 55.2 ou des garanties internationales en matière de droits de l'homme sont inadmissibles en preuve en vertu de l'article 69, paragraphe 7. La Chambre d'appel l'a confirmé dans l'affaire Lubanga, c'est la pièce 25, et dans l'affaire Bemba et autres, c'est la pièce 35. La Chambre d'appel s'est directement référée à cet extrait de l'affaire Bemba et autres, au paragraphe 82 de son arrêt OA12 en relation avec la vidéo. Cette jurisprudence s'impose donc dans la présente affaire. En vertu de l'article 69, paragraphe 7, cette jurisprudence exclut donc l'utilisation en preuve du procès-verbal allégué de novembre 2006 que propose de faire le bureau du procureur. En conclusion sur la ligne 1, la charge d'établir l'identité de M. Abdelrahman en tant qu'Ali Kouchaïb incombait au bureau du procureur. Le Ali Kouchaïb décrit dans la preuve rapportée par le bureau du procureur, premièrement, avait 40 ans en 2006 et serait donc né en 1966, alors que M. Abdelrahman, lui, est né en 1949, 17 ans d'écart. Le Ali Kouchaïb serait de la tribu Rizegat, c'est les pièces 96 et 170, ou de toute autre tribu non arabe du Sud-Soudan, c'est la pièce 171, alors que M. Abdelrahman, lui, est Aïcha. Le Ali Kouchaïb a été un membre des Popular Defense Forces, ce que M. Abdelrahman n'a jamais été. Le Ali Kouchaïb était Aguid al-Ogada de sa tribu, quelle qu'elle soit, alors que M. Abdelrahman n'a jamais été Aguid al-Ogada de sa tribu Taïcha. Cinquièmement, le Ali Kouchaïb a été poursuivi par les autorités soudanaises et figure donc au registre judiciaire du Soudan, alors que M. Abdelrahman n'y figure pas. Sixièmement, Ali Kouchaïb est bossu. C'est une sorte de Richard III soudanais, contrairement à M. Abdelrahman, qui se tient remarquablement droit pour son âge. Septièmement, le Ali Kouchaïb porte des scarifications rituelles sur le front et sur les joues. Il vous suffit de regarder M. Abdelrahman assis derrière moi pour constater qu'elles n'apparaissent pas. Et huitièmement, le Ali Kouchaïb a les oreilles percées, contrairement à M. Abdelrahman. Donc, mesdames les juges, je me retourne et je constate l'homme que je viens de décrire, Ali Kouchaïb, n'est pas derrière moi. La seule conclusion raisonnable que votre chambre pourra tirer à la lumière de cette preuve est que si cet Ali Kouchaïb existe, il n'est pas M. Abdelrahman. J'en passe à la ligne 2. M. Abdelrahman n'a jamais été un Janjaweed et encore moins leur leader. Comment prétendre qu'un accusé a agi en qualité d'Aguid al-Ogada
exerçant les fonctions de chef suprême des milices Janjaweed, sans définir ni ce qu'est un Aghi d'Al-Oghada, ni ce que sont les milices Janjaweed. Cela paraît absurde, mais c'est pourtant ce que le bureau du procureur a prétendu faire dans ce dossier. Ni la position d'autorité Aghi d'Al-Oghada, ni le groupe sur lequel cette autorité était censée s'être exercée ne sont définis par le bureau du procureur. C'est une stratégie maligne. En ne définissant pas ce dont il devait rapporter la preuve, le bureau du procureur pouvait ainsi espérer échapper à la charge de la rapporter. Et ce n'est qu'avant-hier, grâce, mesdames les juges, à la question de la Chambre, que la clarification de la position du bureau du procureur est enfin venue. Je suis au transcrit 160 en anglais, pages 66 et 67. Je résume. Les Foursanes étaient des Janjaweed. Là-dessus, nous sommes d'accord. Les Popular Defense Forces étaient globalement perçus comme des Janjaweed. Là encore, nous sommes d'accord. Mais la milice de M. Abdelrahman n'aurait pas appartenu aux Popular Defense Forces. Évidemment, il vaudrait mieux. Parce que sinon, si la milice prétendue de M. Abdelrahman avait été ou fait partie des Popular Defense Forces, eh bien, vous auriez pu acquitter M. Abdelrahman dès aujourd'hui et le renvoyer passer les fêtes de Noël en famille. Mais cela pose une question. Dans ce cas, quelle était cette prétendue milice de M. Abdelrahman? Nous n'avons jamais entendu parler d'une milice séparée. Il n'y a pas de Kushaib's Boys dans ce dossier, dans la preuve, ni dans la théorie du procureur. Les milices Janjaweed sont construites comme un tout, et Ali Kushaib aurait été leur chef suprême. C'est tout ou rien. Et ce tout n'est pas défini. La Chambre d'appel a clairement énoncé... Pardon, je réponds ici à votre question 22, mesdames les juges. La Chambre d'appel a clairement énoncé dans son arrêt sur la condamnation dans l'affaire Lubanga que la charge de la preuve portait également sur le mode de responsabilité. Dans la présente affaire, M. Abdelrahman est accusé d'avoir contribué au crime en qualité d'auteur direct, en vertu de l'article 25.3a du statut, de co-auteur, en vertu de l'article 25.3a toujours, de donneur d'ordre ou de personnes ayant incité à leur commission, en vertu de l'article 25.3b. La preuve des éléments constitutifs de ces modes de responsabilité incombe au bureau du procureur. Le mode de responsabilité du donneur d'ordre requiert clairement la preuve de la position d'autorité de l'accusé. Il s'agit de l'un de ces éléments constitutifs inséparables, et le procureur en convient au paragraphe 204 de son mémoire. La charge de la preuve lui en incombe. L'incitation, en vertu de l'article 25.3b, requiert au moins que l'accusé ait été, sinon en position d'autorité, au moins en position d'influence sur ceux qui ont commis les crimes. Cette position d'influence peut être le fruit de plusieurs facteurs, celui que le bureau du procureur a choisi au paragraphe 208 de son mémoire et la position d'autorité alléguée de M. Abdelrahman. Le bureau du procureur n'a jamais allégué que le statut de pharmacien de M. Abdelrahman lui aurait permis d'exercer une quelconque influence sur les milices Janjaweed. C'est son statut allégué en tant que Aghi d'Al-Oghada et chef des milices Janjaweed qui constitue, selon la théorie du procureur, la base de sa position d'influence. La commission conjointe co-perpetration, en vertu de l'article 25.3a, requiert de prouver que l'accusé ait eu une contribution essentielle à l'exécution du plan commun. Cette contribution essentielle a été définie par la Chambre d'appel dans l'affaire Ongwen. Il faut que la personne ait eu le contrôle sur la commission du crime
par le fait de sa contribution et le pouvoir d'en empêcher la commission. C'est la pièce 38 et je cite le paragraphe 253 de l'arrêt Ongwen. Au paragraphe 203 de son mémoire, le bureau du procureur s'appuie sur la position d'autorité et d'influence alléguée de M. Abdelrahman en tant que chef de milice Janjaweed comme preuve de sa contribution au crime. Dans son mémoire, le bureau du procureur ne retient pas la distinction qui est opérée par la chambre préliminaire 2 entre la commission directe, direct perpetration, et la commission conjointe. Et il les englobe toutes les deux ensemble dans une notion de direct co-perpetration, qui se traduirait en français par commission directe conjointe. À l'inverse de la chambre préliminaire 2, la chambre préliminaire 2 avait fait la distinction entre les deux et n'avait confirmé que certaines charges sous le mode de responsabilité en tant qu'auteur direct. Ce sont les charges 12 à 16 et 21 pour Mugjar et les charges 22 à 28 et 31 pour Deledge. Le bureau du procureur, lui, ne fait pas la distinction et s'appuie au paragraphe 203 de son mémoire sur la position d'autorité ou d'influence alléguée de M. Abdelrahman en tant que chef de milice Janjaweed à l'égard des deux. Sans autorité sur les milices Janjaweed, le pharmacien de Garcila n'avait rien à faire à Mugjar et Deledge et n'aurait même pas été autorisé à accéder aux prisonniers pour les menacer ou les maltraiter. Le bureau du procureur fait donc reposer l'intégralité du rôle de M. Abdelrahman à Mugjar et Deledge, même en tant qu'auteur direct allégué, sur sa prétendue position d'autorité sur les milices Janjaweed. C'est le paragraphe 203. Je m'arrête en passant. Le scénario alternatif, selon lequel M. Abdelrahman aurait agi sans autorité, par exemple en qualité de simple pharmacien, ne fait pas partie de la théorie du bureau du procureur. La défense n'a jamais été prévenue d'un tel scénario alternatif et n'a donc pas eu et pas pu se préparer pour y répondre et n'a pas tout simplement à y répondre. Il revenait donc au bureau du procureur de prouver la position alléguée de M. Abdelrahman en tant que chef de milice Janjaweed pour asseoir son autorité ou son influence sur les milices. Pour cela, il aurait fallu définir ce qu'étaient les milices Janjaweed, ce qu'était la Guide al-Oghada, leur chef, et cela n'a pas été fait. Le bureau du procureur aurait-il pu procéder autrement et établir la responsabilité de M. Abdelrahman sans prouver sa position d'autorité sur les milices Janjaweed? Pour les modes de responsabilité en vertu de l'article 25.3b, la réponse est clairement non. La position d'autorité ou d'influence est requise. Pour la coperpétration directe, en vertu de l'article 25.3a, il aurait fallu que le bureau du procureur prouve que, indépendamment de son autorité alléguée, M. Abdelrahman avait eu une contribution essentielle à l'exécution du plan commun, avait exercé un contrôle sur la commission des crimes et avait la capacité de les empêcher. Je me réfère encore à l'arrêt Ongwen. Ainsi, chaque fois que le bureau du procureur place M. Abdelrahman exclusivement en position de commandement, c'est le cas à Koudoum et Bindissi, le mode de responsabilité en vertu de l'article 25.3a n'est pas retenu. Il ne l'est qu'à l'égard des crimes à Mugjar et à Deledge. Sans autorité, si la preuve de l'autorité n'est pas rapportée, M. Abdelrahman ne peut pas être jugé responsable des crimes à Koudoum et Bindissi. Pour Mugjar et Deledge, selon le bureau du procureur, la preuve de la totalité des actes est également fondée sur la position d'autorité, paragraphe 203. M. Abdelrahman, sans cette autorité, ne peut donc pas non plus être tenu responsable. Mais même lorsque M. Abdelrahman est accusé d'avoir menacé ou physiquement agressé des personnes à Mugjar et à Deledge, la défense soumet que, sans la preuve d'une position
je ne parle plus de position d'autorité ici, mais d'une position minimale au sein des milices Janjaweed, il ne peut pas être tenu responsable. Même lorsqu'il est accusé d'avoir agi en qualité d'auteur direct, il ne peut l'avoir fait sans avoir été lui-même un milicien Janjaweed, quel que soit son rang. Les miliciens Janjaweed, en opération à Mukjar et à Deledge, n'auraient jamais laissé quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas comme l'un des leurs approcher de leurs prisonniers. M. Abdelrahman n'est ni un résident de Mukjar, ni un résident de Deledge. Il est admis qu'il habitait à Garcila. Il entrait donc dans la catégorie des personnes suspectées et arrêtées, soit, je me réfère à la pièce 113, la déclaration du témoin P922, any arriving fit male who appeared between 18 to 60 years old. Même s'il n'était pas arrêté, les miliciens Janjaweed ne l'auraient pas laissé approcher de leurs prisonniers sans motif. Le seul motif valable aurait été qu'il soit lui-même un Janjaweed, quel que soit son rang. Mais le bureau du procureur n'a pas rapporté la preuve que M. Abdelrahman était un milicien Janjaweed, et encore moins leur leader. Le bureau du procureur n'a pas rapporté la preuve, ni même suggéré l'existence d'une milice distincte. J'ai parlé des Kushaib's Boys, à la tête de laquelle M. Abdelrahman aurait agi en position d'autorité. La théorie du procureur est qu'il était le chef de toutes les milices Janjaweed. Le bureau du procureur emploie au paragraphe 80 de son mémoire les termes alternatifs Foursan, Bashmerga et Moudjahidine. Mais il ne les définit pas comme des groupes distincts à la tête duquel M. Abdelrahman aurait été. Il ne définit ces termes que comme des noms alternatifs des milices Janjaweed dans leur globalité. La défense a apporté la preuve que les Foursan sont une catégorie particulière de cavaliers appartenant aux tribus arabes nomades, particulièrement les Beni Alba. Pièces 94 et 119. M. Abdelrahman est Taïcha. La tribu Taïcha est une tribu arabe sédentaire. Elle a son dar, Arad el-Bozdi. M. Abdelrahman ne peut donc avoir été un Foursan et encore moins leur leader. Quant aux Moudjahidines, c'est un des noms courants utilisés pour désigner les volontaires des Popular Defense Forces. Pièces 54, 56, 94 et 115. Au paragraphe 78 de son mémoire, et encore mercredi, le bureau du procureur reconnaît que les milices Janjaweed et les Popular Defense Forces étaient souvent considérées comme une seule et même chose. La défense est un petit peu plus précise que cela. On y explique, preuve à l'appui, que les Janjaweed étaient un mélange de trois groupes. Les Popular Defense Forces, les Border Guards et les milices tribales. Mais le bureau du procureur n'a jamais soutenu que M. Abdelrahman aurait fait partie des Popular Defense Forces, il l'a même exclu mercredi, ou des Border Guards. Âgé de 54 ans en 2003, il avait de toute façon passé la limite d'âge pour rejoindre les forces de réserve. Ce sont les pièces 79 et 149. Alors la dernière solution reste les milices tribales. Et là encore, M. Abdelrahman ne peut pas non plus avoir appartenu à une milice tribale, et cela pour trois raisons. La première raison est que sa tribu, les Taïcha, ont refusé de se joindre à la contre-insurrection de 2003-2004 au Wadi Saleh et à Mukjar. Cette preuve est rapportée par les témoins P20, P585, P1042, D01, D02, D03, D07, D36 et D39, les pièces 51, 85, 86, 87, 88, 89 et 150. Cette information n'a pas été contestée par le bureau du procureur, qui ne rapporte aucune preuve d'une implication des Taïcha.
Les raisons du refus des Taïchas de s'impliquer sont multiples. La première et la plus forte est la présence d'une forte communauté, et je dirais même une communauté native, four, sur le Dar, sur le territoire des Taïchas. Entrer en guerre contre les fours du Wadi Saleh aurait eu des conséquences immédiates sur la paix et la sécurité du Dar Taïcha. La deuxième raison est que M. Abdelrahman a respecté la décision de son nazir de ne pas se joindre à la contre-insurrection. S'il l'avait fait, il aurait fait face à de graves conséquences sur son statut social au sein de sa tribu. Ces conséquences auraient pu aller du bannissement, ce sont les pièces 87 et 88, ou bien une conséquence moins grave, équivalente à une disgrâce, et là, c'est la pièce 45, l'expert joint Alex Deval qui parle. Or, la preuve au dossier montre que, très loin d'être banni ou frappé de disgrâce, M. Abdelrahman a continué d'être une personne respectée au sein de sa tribu. Les vidéos de Sori et des professeurs en attestent. Le bureau du procureur n'a pas non plus contesté la désignation de M. Abdelrahman en qualité de Mushrif, overseer, en 2009, à son retour à Raad el-Beldi. Il s'appuie même sur cette information au paragraphe 198 de son mémoire. Et enfin, la troisième raison est que les Janjaouides du Wadi Saleh étaient majoritairement de la tribu Salamat, qui est l'ennemi des Taïchas. La question 27 de votre Chambre est relative à la preuve du fait que les Salamat constituaient l'essentiel des milices Janjaouides du Wadi Saleh. Cette information a d'abord été donnée par le témoin P 1042, Alex Deval, qui a expliqué l'obsession des Salamat en relation avec la conquête de nouvelles terres sur les fours afin de pouvoir prétendre et obtenir leur propre dar et leur propre nazir. Les Salamat étaient la tribu majoritaire à Moukjar et ils se sont significativement enrôlés dans les milices Janjaouides. C'est la pièce 45. Cette information n'a pas été, jusqu'à mercredi, n'a pas été contestée par le bureau du procureur. Cette information, elle est corroborée dans le rapport de la Commission nationale d'enquête, figurant sous la cote DAR OTP 0116 03 80, à la page 03 98, c'est la pièce 130, qui évoque des tensions dans la région et la formation de groupes armés par certaines tribus arabes, les Beni Alba et les Salamat, pour attaquer les villages fours. De même, les témoins P907 et P1021 ont tous deux mentionné les Salamat comme faisant partie des principales tribus arabes du Wadi Saleh et de Moukjar, et également leur recrutement dans les milices Janjaouides, pièces 68 et 72. Avec des miliciens Janjaouides majoritairement ou substantiellement Salamat, il n'y a aucune chance qu'un Taïcha, tel que M. Abdelrahman, ait été choisi pour devenir leur leader. J'ai dit en introduction de ma plaidoirie qu'il lui aurait plutôt coupé la gorge. En refusant de définir les milices Janjaouides, le bureau du procureur n'a pas pu rapporter la preuve de ce que ces milices étaient, ni du fait que M. Abdelrahman les avait rejointes en quelque capacité que ce soit en 2003-2004. La seule conclusion raisonnable est que M. Abdelrahman n'a jamais été un Janjaouid. Le bureau du procureur a tenté d'enjamber la charge de la preuve que M. Abdelrahman était un Janjaouid en affirmant qu'il était Aguid al-Ogada. Mais il n'a pas non plus défini ce titre. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte que l'autorité qui était attachée à ce titre se limitait aux Aguides de sa propre tribu. Et que même s'il avait été Aguid al-Ogada en 2003-2004, M. Abdelrahman n'aurait eu autorité que sur les Aguides de la tribu Taïcha, qui ne participaient pas à la contre-insurrection. L'Aguid al-Ogada
de la tribu Taïcha en 2003-2004 était le défunt Ahmad Ibrahim Al-Semeh Abdeljani, qui est décédé début novembre 2024, qu'il repose en paix. M. Abdelrahman ne pouvait pas non plus être Agui d'Al-Ogada. Pardon, je reprends ma phrase. M. Abdelrahman ne pouvait donc pas être Agui d'Al-Ogada, et les témoins du bureau du procureur qui l'ont dit n'ont manifestement fait que régurgiter l'information rendue publique par le bureau du procureur le 27 février 2007 et largement diffusée dans les médias depuis. Le bureau du procureur tente également d'asseoir la prétendue autorité de M. Abdelrahman sur le fait qu'il aurait présidé un obscur sous-comité Moudjahidine du comité de sécurité de Garcila. Cette information repose sur le témoignage exclusif du témoin P643. Il est contredit par le témoin P1021 qui explique que la fonction de recrutement des Moudjahidines était celle du coordinateur des Popular Defense Forces. Ceci est également corroboré par le témoin D36. C'est la pièce 86. Et le témoin P1021 indique que le comité de sécurité de Moukjar n'avait pas de sous-comité Moudjahidine. Ce sont les pièces 68 et 69. P643 est également contredit par le témoin D16, qui explique que le comité de mobilisation, dont le sous-comité Moudjahidine est censé avoir été une subdivision, faisait partie de la structure administrative des forces de réserve. Ce sont les pièces 79 et 149. M. Abdelrahman était trop âgé en 2003 pour faire partie des forces de réserve. Au paragraphe 142 de son mémoire, le bureau du procureur mentionne également la possession d'un téléphone Thuraya par M. Abdelrahman comme preuve de son autorité. Il s'appuie pour cela sur le témoignage du témoin P883, selon qui cet objet, cet artefact, aurait été réservé au plus grand chef, dont Ali Kouchaïb. Mais P883 ment encore sur ce point de détail, et la preuve de ce mensonge est contenue au paragraphe 110 du mémoire du bureau du procureur, qui mentionne le téléphone Thuraya dans la liste du matériel de base fourni par le gouvernement du Soudan aux miliciens Janjaweed, au même titre que les uniformes, les armes, les munitions et la nourriture pour les chevaux. P921, qui lui n'était pas un leader, a témoigné du fait qu'il avait un téléphone. Le témoin, c'est la pièce 77. Le témoin P1021 nous apprend que les Janjaweed Sameh et Bonjous avaient aussi des téléphones. C'est la pièce 68. La possession d'un téléphone n'était donc en rien un signe d'autorité, même si M. Abdelrahman en avait possédé un, ce qui est contesté, ça n'aurait pas fait de lui un chef Janjaweed. Enfin, au paragraphe 195 de son mémoire, le bureau du procureur ose comparer M. Abdelrahman au leader Janjaweed connu, en affirmant qu'il a été promu à la suite des événements de 2003-2004. Mais le grade de Moussaïd, c'est-à-dire adjudant, qui lui a été donné dans les forces centrales de réserve à partir de 2005, ne constitue en rien une promotion. C'est le grade qu'il occupait dans les forces armées soudanaises au moment de sa retraite, pièce 93. Il n'a jamais été promu depuis et occupait toujours ce grade de Moussaïd, lieutenant, en 2020. Ce sont les pièces 89, 159 et 160. Son salaire en tant que Moussaïd en janvier 2020 était de 660 livres soudanaises. Au taux de change de l'époque, cela est l'équivalent de 13 € par mois. Pièces 159 et 160. Il gagne plus actuellement en détention que ce qu'il gagnait au Soudan en tant que Moussaïd. On est très, très loin
vous en conviendrez, du destin prestigieux du lieutenant-colonel Chakrutala, du brigadier général Bonjous ou du vice-président Hemeti. M. Abdelrahman n'a jamais été promu et c'est une preuve supplémentaire qu'il n'a jamais été un chef Janjaweed. Conclusion sur la ligne 2. M. Abdelrahman n'avait aucune autorité sur les Janjaweed et il n'avait donc aucun contrôle sur la commission des crimes à Kodum, Bindisi, Moukjar et Deledj. Il n'était même pas en mesure de les empêcher. Et la position de la défense est qu'il n'y était tout simplement pas. Les principaux protagonistes de ces 4 scènes de crime sont connus. Mon collègue les a indiqués, mais je les rappelle. À Kodum et Bindisi, nous avons, pour les Central Reserve Forces, Imeidan. Et... non, je ne vais pas dire. Nous avons le commissaire Jafar Abdelhakam. Nous avons les 3 témoins P878, P921 et P1021. Nous avons, pour les Popular Defense Forces, Asabala. Nous avons du côté des Janjaweed, Bonjous, Sameh et Daoud Dahab. Cela suffit, pas besoin de rajouter un Ali Koucheib. À Moukjar, nous avons le commissaire Torshein, nous avons le premier lieutenant Hamdi sous la double casquette de l'intelligence militaire et de commandeur, c'est ma traduction du commander anglais, des Popular Defense Forces. Nous avons Al-Taïb pour les forces centrales de réserve, Al-Jili pour la police et le Janjaweed Al-Daïf Sameh pour les Janjaweed. Tout ça, tout ce qui est décrit dans les charges et qui n'est pas contesté par la défense, a très bien pu se produire sans l'ajout d'un Ali Koucheib. Et enfin à Deledj, nous avons encore une fois le lieutenant Hamdi, Asabala pour les Popular Defense Forces, le dénommé Moukadam Idriss pour les forces armées soudanaises et Juma Fadali pour la police. Toutes les personnes que je viens de citer ont une autorité de jure et ou, mais c'est souvent et, de facto, sur la commission des crimes dans les 4 scènes. Leur autorité est prouvée, elle est connue, et dans une large mesure, elle n'est pas disputée par les parties. La seule dispute est de savoir si Bonjous ou Sameh étaient des subordonnés d'Ali Koucheib. Sans autorité ni de jure ni de facto, M. Abdelrahman ne peut pas être tenu responsable des crimes visés dans les charges. Il n'a pu jouer aucun rôle et il doit être acquitté. Combien de temps ? J'en passe à la ligne 3 et je vois que je manque de temps. Alors je vais prier les représentants légaux des victimes de m'excuser car je ne répondrai pas à leurs arguments. Sur cette ligne, je me concentre sur le paragraphe 683 du mémoire du bureau du procureur qui est le seul qui est consacré à cette ligne 3. Le bureau du procureur a négligemment omis d'apporter la preuve et de plaider que M. Abdelrahman était informé de la nature criminelle des actes qui lui sont reprochés. Le bureau du procureur, il l'a encore fait mercredi, assume et justifie cette négligence au paragraphe 683 et affirme que, tout simplement, que M. Abdelrahman avait connaissance du caractère criminel des actes dont il est accusé. Et il récite la première phrase de l'article 32, paragraphe 2 du statut. Le procureur en conclut qu'il n'avait pas de preuve à rapporter de l'absence d'erreur sur ce point et va jusqu'à inverser la charge de la preuve en soumettant qu'aucune preuve suffisante n'a été soumise
que M. Abdelrahman aurait agi par erreur. Avec ou sans client. Okay. En vertu de l'article 66, paragraphe 2 du statut, la charge de la preuve de la culpabilité de M. Abdelrahman incombe au bureau du procureur. Cette charge de la preuve s'applique à chacun des éléments des crimes dont il l'accuse, y compris l'élément moral. Les éléments des crimes requièrent que la preuve de l'intention et de la connaissance soit rapportée. Cette preuve peut être soumise de manière directe ou bien par voie d'inférence, mais elle doit être rapportée. L'intention et la connaissance ne peuvent pas être présumées, ainsi que le bureau du procureur propose à la Chambre de le faire. La première phrase de l'article 32, paragraphe 2 du statut, sur laquelle le bureau du procureur s'appuie pour tenter d'échapper à la charge de la preuve, ne revêt aucune pertinence dans le cas d'espèce. Ainsi que la Chambre d'appel l'a jugé au paragraphe 87 de son arrêt OA8, le statut de la Cour n'était pas en vigueur au Soudan au moment des faits. La question de savoir si les actes visés dans les charges constituaient des crimes de la compétence de la Cour, à laquelle la réponse est non, est donc dénuée de pertinence pour la détermination sur l'élément moral des crimes. La seconde phrase de l'article 32, paragraphe 2 du statut, en revanche, celle que le bureau du procureur omet de citer, est hautement pertinente. Je lis. Une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. L'élément psychologique commun à tous les crimes est défini par l'article 30 du statut et inclut, en vertu de son paragraphe 3, la connaissance qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Elle inclut donc la connaissance du caractère criminel et prohibé des actes visés dans les charges et de l'absence d'obligation de les commettre une fois qu'ils ont été ordonnés par une personne agissant avec autorité. Et elle inclut aussi la connaissance que, dans le cours normal des événements, des poursuites pénales seront encourues en conséquence de leur commission. La charge de la preuve de la connaissance de M. Abdelrahman, du caractère criminel et prohibé des actes, de l'absence d'obligation de les commettre une fois qu'ils avaient été ordonnés par une personne agissant avec autorité, et du fait que leur commission encourrait, dans le cours normal des événements, des poursuites pénales, incombait donc au bureau du procureur. Il pouvait s'en acquitter par la soumission de preuves directes de cette connaissance ou par voie d'inférence. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il ne l'a même pas plaidé, alors qu'il était informé, au moins depuis l'audience de confirmation des charges, que l'absence de connaissance constituait une des lignes de la défense. Et au paragraphe 683 de son mémoire, le procureur assume totalement de ne pas l'avoir fait. Alors, lorsqu'un procureur refuse aussi délibérément et avec autant d'obstination de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe, la seule réponse raisonnable qu'une chambre peut donner est d'acquitter l'accusé. La chambre ne saurait se substituer au manquement du bureau du procureur et aller chercher toute seule, par elle-même, dans la preuve, un élément que le procureur refuse lui-même de plaider. L'élément moral que le procureur refuse de prouver est commun à tous les crimes visés dans les charges. C'est donc à un acquittement total que le bureau du procureur contraint la chambre par son obstination qui ne lui laisse aucune alternative raisonnable. J'aurais fini avec la ligne 3 une fois que j'aurais précisé que naturellement le débat sur cette ligne n'est pertinent que si votre chambre a été préalablement convaincu que M. Abdelrahman avait joué un rôle dans la commission des crimes visés dans les charges. S'il était dans sa pharmacie, peu importe.
quelle était à l'époque son opinion sur le caractère criminel des événements. J'en arrive à la conclusion générale de ma plaidoirie. Dès le début de cette affaire, la défense, qui se référait au Lévitique, avait soutenu que M. Abdelrahman était ce qu'on appelle en grec un pharmakos. Ça n'est pas un pharmacien. C'est un bouc émissaire, envoyé dans le désert pour expier les fautes des enfants d'Israël. Et donc, il avait été offert par le gouvernement du Soudan à la cour pour la satisfaire et pour détourner son attention du président al-Bachir et de ses autres hauts responsables. Cette théorie, ça n'était qu'une théorie, a été magnifiquement confirmée par le fait que, c'est un fait que la défense ignorait au moment où elle a formulé sa théorie, par le fait donc que les poursuites à l'encontre de M. Abdelrahman avaient été suggérées à la Cour par le gouvernement du Soudan dès le mois de mai 2005, c'est-à-dire à peine 2 mois après la résolution 1593 du Conseil de sécurité. C'est la pièce 126. La théorie de la défense a également été validée par Hassan al-Tourabi lui-même. Je parle de l'architecte du coup d'État militaire de 1989, celui que je décrirai comme le faiseur d'al-Bachir, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée le 14 octobre 2008, c'est la pièce 178, dans laquelle Hassan al-Tourabi décrit Ali Kouchaïb comme, je cite, un bouc émissaire pour Bachir. Le fait que M. Abdelrahman soit un bouc émissaire ne répond pas à lui seul à la question de sa culpabilité ou de son innocence. Un bouc émissaire n'est pas forcément innocent. Le témoin P547 a bien évoqué la technique de l'officier fautif, il parlait du errant officer, comme un moyen classique au Soudan de détourner la responsabilité pour les crimes commis par les autorités soudanaises. C'est la pièce 54. Ce que la preuve du fait que M. Abdelrahman est un bouc émissaire vous indique à minima, en revanche, c'est qu'il n'est pas important aux yeux des autorités soudanaises. C'est ce qu'on décrit en droit pénal international, un petit poisson, sans importance ni réelle autorité. Il est en quelque sorte la livre de chair sacrifiée à Shylock, comme dans Le Marchand de Venise. Maintenant, s'agit-il d'une livre de chair innocente ou coupable ? C'est à vous, mesdames les juges, qu'il appartient de le déterminer à la lumière de l'ensemble de la preuve, une fois que, et si vous êtes satisfaite, de la compétence de la Cour et de l'équité du procès. Dans votre délibération, vous tiendrez notamment compte du fait que le bureau du procureur a manqué à procéder aux vérifications minimales du fait que M. Abdelrahman serait Ali Kouchaïb, et a au contraire présenté de la preuve qu'il ne l'était pas, que le bureau du procureur a prétendu établir qu'il était Aguid al-Oghada et en tant que tel un chef janjaouid sans définir ces 2 termes, et qu'il a donc failli en rapporter la charge de la preuve, et qu'il a enfin refusé de rapporter la preuve de l'élément moral connaissance commun à tous les crimes. Par ces motifs, et en conséquence de tous les autres motifs évoqués par la défense, vous acquitterez, mesdames les juges, M. Abdelrahman de la totalité des charges retenues contre lui. Ma plaidoirie est terminée, à une exception près. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe présents dans cette salle ou passés. Certains sont présents dans la galerie du public, et même ceux qui ne sont pas présents du tout. Et quand je dis les membres, j'inclus nos stagiaires qui nous ont apporté tout au long un très précieux soutien. Je remercie naturellement et très chaleureusement mes contradicteurs. À chaque fois que le sujet a été abordé,
au sein de l'équipe, dans nos discussions, on me demandait, mais on a de la chance avec les équipes du bureau du procureur et des représentants légaux des victimes, ça se passe bien. Je dis oui, effectivement, on a énormément de chance. Et le critère du fait que nous avons de la chance, c'est qu'à chaque fois que ça se passe mal, on est étonné. Tant que l'étonnement est là, cela veut dire que la collégialité a été au rendez-vous et je les en remercie. Et je remercie enfin en dernier, non pas en dernier, je remercie les membres, les juristes de la Chambre. Leur travail est un petit peu dans l'ombre, mais pour l'avoir été moi-même, je sais à quel point il est précieux. Et enfin en dernier, mesdames les juges, madame la juge Alapini-Gansou, madame la juge Alexis Windsor et madame la présidente Corner pour l'excellente tenue, quels que soient les arguments de la défense, de ce procès. Et maintenant, je m'assois et je laisse la parole à M. Abdelrahman. Yes, thank you, Mr. Lachi. Yes. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر القضاء المحترمين برئاسة القاضية كورنا على إتاحة الفرصة لي أتحدث اليوم في نهاية محاكمتي. الاسم علي محمد علي بن الرحمن، ولدت في 1 يناير كانون 1949 في السودان، في ولاية نيالا غرب جنوب دارفور، في محلية رهيد البردي. أنتمي إلى قبيلة التعاشى. ناظر القبيلة التعاشى هو محمود عبد الرحمن بشارع علي السنوسي، من أحفاد قبيلة من أحفاد عبد الله التعيشي، معروف في السودان وفي مدرمان بصفة خاصة أن قبيلة التعاشى هي قبيلة سلام إذا لا يوجد أي خلاف بينها وبين باقي القبائل. ترحب بكل القبائل التي ترغب في عيشة بسلام في رهيد البردي، مثلا الفور والزغاوة والبرغو والتامة والغمر والفلاتة والميمة، وجميع هذه القبائل التي تعيش معا في رهيد البردي تحت قيادة ناظر التعاشى. وكان هناك قبيلة السلامات أيضا، لكنها لم ترغب العيش بسلام مع باقي القبائل واضطروا الرحيل. لم تشارك قبيلة التعاشى في الحرب القبلي ولا في حركات التمرد ولا في مكافحة التمرد، وهذا السبب جميع القبائل ترغب في سلام، تفضل العيشة في رهيد البردي. لقد قيل الكثير من الأمور الخاطئة عني وعن ما كنت في عام 2003 و2004، فلم أصرح بشهادتي خلال فترة المحاكمة، ولكنني مع ذلك أريد أن أجب على ما قيل، وأرجو من القضاء أن يتقبلوا قبولي عذري إذا كنت مخطئا لكلماتي ما يتوقعونه بسبب نقص تعليمي أو الثقافة. لدي هذه كلمات شخصي سوداني بسيط، دخلت الجيش في السن 15 وأصبحت ممرضا، فهذا هي كلماتي. وقيل أولا شيء أشياء خاطئة عن صيدليتي، وكنت صيدلية لشراء علاج البشر وليس حيوانات. تعلمت في الجيش كيف أتعالج البشر، فهذا ما كنت أفعله وهذا ما كنت أعمله. في عام 2003 و2004 في غرسلة لقد كان لدي صيدلية صغيرة في السوق، وكنت أعالج وجميع من يأتيني في الصيدلية من العرب والفور
والزغاوة والمساليت دون تمييز. نحن كلنا إخوة، خلقنا الله جميعا، ونحن جميعا أخوة بالله. الفور هم أخوتي، وكنت أخذوهم كأخوة في الصيدلية. وكان العمدة هارون عيد سأل الله أن يرحمه عمدة الفور، وهو عمدة الفور في غرسلة، وكان يعرف هذا جيد. إذا كان يرسل أهل قبيلة الفور للحصول على أدويتهم مني، لكن يعلموا جيد بشكل جيد. وفي عام 2009 و2010 عندما رجعت إلى رهيد البردي، رجعت بعض الفور إلى رهيد البردي. جاء بعض الفور طالبين الأمان، جو من كل الأماكن، دليج ومقجر، وقد كان ذهبوا أولا إلى دنبار ولم يشعروا بأمان. هناك انتقلوا إلى رهيد البردي، ثم استقبلتهم استقبال جيدا، وكان لدي قطعة أرض هناك. وقد بقوا الفور الذين وصلوا بقوا بعض في الوقت على أرضه حتى إيجاد لهم منازل، وكان من الطبيعي استقبالهم. في عام 2003 و2004 أسافر قليلا، كنت عائلتي الرئيسية معي في غرسلة، لذلك لم أكون بحاجة للعودة لرعيتهم في رهيد البردي. وكما كان في الوقت آخر كنت أدويتي ترسل لي من نيالا، وكنت أشتري الأدوية من تاجر يواني سرسكو يعني أريسو ساكيسو يدعي البطل. وكان أطلب من الناس الذين يسافرون إلى نيالا يجدون لي الأدوية للمتجر، ولم يكون لديه سيارة للذهاب بنفسي. فلما أمتلك سيارة أبدا، سيارتي الوحيدة التي كانت تستخدم للنقل هي سيارة الخدمة في قوات الاحتياط المركزي. ولذلك بدأ من عام 2005 كنت أسمع كالجميع ما يقال عنه أحداث في المنطقة، وكان هناك تمرد الذين يهاجمون الجيش ويريدون طردهم بمساعدة الشرطة الشعبية في المنطقة، وكان أمر مرعب. والحمد لله لم تعرض غرسلة لهجوم، ولم أرى الجنجويد في غرسلة، فلو يريدون إعادة الجنجويد في غرسلة ولم أراهم. وكان الجنجويد يهاجمون دائما ولا يهاجمون المدن. وكان الجيش السوداني يقود قوات الدفاع الشعبي في غرسلة بمساعدة الأغدة، وكان من قوات الدفاع الشعبي التي تتحرك مع الجيش من المنطقة، وهم النوايبة والسلامات وبني حلبة والشرفة والخزام وبني حسين وبني حسن والرزاقات والمسيرية وغيرهم. لم يكن هناك جميع للتعاشى في غرسلة، وكنت من كان من القليل من الأفراد التعاشى هناك، لذلك لم يكون قوة الدفاع الشعبي للتعاشى متحركة في وادي صالح. وكان قد قال الناظر التعاشى عبد الرحمن بشارع السنوسي سأل الله أن يرحمه وأن التعاشى يجب أن يظل بعيد عن النزاعات على أي حال. كنت في 54 من عمري، وكنت كبيرا جدا للانضمام لقوات الدفاع الشعبي، وثم كنت جميع أن أدري صيدليتي لعلاج أسرتي، ولم أكون أستطيع أدرك كل شيئا للذهاب لمحاربة التمرد بعد 27 عاما في الجيش. وكنت قضيت واجبي في مارس أيار 2004 أصبحت الأوضاع سيئة للغاية، ولم تعود صيدليتي لتكفية المعيشة. وحين جاء شخص من قوات الاحتياط المركزي وقالونا إنهم كانوا يجندون ويحتاجون إلى ممرض، وكنت قد أصبحت كبيرا جدا في السن، ولكن الجنرال عمار الذين كان قائدهم منحني الإذن بتجنيدي ولكي أتمكن من الخدمة كممرض، فهذا عدت إلى الخدمة. بقيت في غرسلة في فترة التجنيد، ثم ذهبت
تلقى التدريب في الأبيض، ولم أكون بحاجة لي أجرى التدريب العسكري لأنني كنت عملت 27 عاما في الجيش، وأخذت فقط تدريب تكميلي الذين كان مخصصا للشرطة، وتخرجت في 2005 منحني الرتبة المساعد، وإنها الرتبة كنت حصلت عليها عند خروجي من الجيش، وخدمت في غرسلة، ثم انتقلت إلى محلية رهيد البردي. ودائما أما عن تسليمي نفسي للمحكمة الجنائية فلم يحضرني أي أحد هنا، فقد جئت من تلقاء نفسي، لأني لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة ضدي بكل ما تقول المنظمات والصحفيين في الإذاعة. جئت إلى هنا لكي تدرس المحكمة القضية وتخبرني عن مصيري. لقد كنت قلت في الهاتف أني اسمي علي كوشيب، لأنني كنت أنتظر مختبئا منذ شهرين أنتقل طول الوقت، وكان قد تم تحذيري من أن الحكومة تريد إيقافي، وكنت أخشى أن يتم اعتقالي، وكنت في حالة من اليأس، والمحكمة لم ترغب في التحدث إلى هذا لم أقول. لذلك مجرد أنها قلتها بدأ في الاهتمام به، ولكن هذا ليس صحيحا. أنا ليس علي كوشيب، وهذا الشخص لا أعرفه، وأرجو من المحكمة أن تسامحني في هذا الكذبة، ما كنت قلت استقبلتني المحكمة وأنني كنت قد سأكون ميتا. الآن شاكر الله على أنه أنشأ المحكمة توفرت لي مكانا ويمكنني فيه الأسر على العدالة، ولقد مضيت أكثر من 4 سنوات هنا، ولا أعلم بهذه المصير. لدي أسرة مكونة من 25 شخصا ينتظروني أنني في السودان، وأنا مسؤولا الواحد عنهم، فهناك أطفال صغار، وهذا الأسرة تحتاج إلى طعام وتعليم ورعاية طبية ودعم نفسي، والأولاد الصغار يحتاجون خاصا إلى والدهم ليعلمهم كيف يكونوا رجالا في خدمة الله ولا يسون وراء الشيطان. لقد فقدت بالفعل 2 من أبنائي منذ أن جئت إلى هنا، ودون أن أتمكن من أن أكون بجانبهم لأرشدهم إلى الطريقة الصحيحة، وبلم تكون من زيارة قبورهم، وأدعو الله كل يوما لا أفقد المزيد من أبنائي. وأنا هنا في مركز الحج أحتاج في مركز الحج وأرسل لهم المال الذين أكتسبه، لكنني لا أعرف مصير هذا العائلة تنتظرني وأنا أعرف مصيري، وأشكر الله على هذه المحنة، وأدعو الله أن يحفظ عائلتي حتى عودتي. ولم تصل الحرب حتى الآن إلى رهيد البردي، وبفضل الله واللهم أجعله دائما كذلك. الحرب بلى، وكان السودان بلد عظيما لا يطمح الشعب السوداني إلا لشيء واحد، وهو أن يعيش في سلام، والله في سلام. والسودان هو بلد غنيا بالمزيد من الازدهار والوحدة الإفريقية، وعلى الطعام الغارة الإفريقية بكاملها، فهي غنيا بالموارد الطبيعية، المواشي والذهب والفضة والمعادن والمشاريع الزراعية ومصانع السكر والنسيج السوداني. وأن الشعب السوداني غنيا بالأشخاص المتعلمين من المعلمين ومهندسين وأطباء، وليه الجامعة الإفريقية العالمية منارة العلم التي كانت تجذب الطلبة من جميع أنحاء العالم. وضع كل ذلك تدمير الحرب والسودان يعاني في ذلك، يعاني في 2003 و2004 يعاني، وقبل يعاني وذلك يعاني. وأين الجميع السودانيين متساويين في المعاناة بدون النظر عن قبائلهم، ومعاناته هي نفسها نفس المعاني بسبب الحرب، ومنها أثنى منذ وصول
هنا إلى أعرف عما أتحدث. اللهم أجعلهم خيرا آخر خسارة. وأعرف الكثير من الناس الذين ماتوا بسبب الحرب فقد توفوا فقد ذهبوا إلى الخرطوم. من دارفور وجبال النوبة والأبيض والنيل الأزرق وجنوب السودان. وبعض الأشخاص جعلوهم يعتقدون أنهم سيحسنون الأمور من خلال القيام بالمظاهرات، وقد تم قتلهم. اللهم اجعلهم في جناته. هناك إذا سألت عن أولادهم يجاوبوك يقولوا أولادهم في الخرطوم، أولادي في الخرطوم، لكن طالوا إنه مدة طويلة جدا ولن نسمع أخبارهم. في الحقيقة هم في الخرطوم لكن ميتين تحت الأرض، مدفونين في مقابر حمد الشرفي ومقابر حمد النيل. اللهم اجعلهم في جناته. إن ضحايا 2003 و2004 تلك الذين سقطوا اليوم هم أخواني وأخواتي، وأدعو الله بالسلامة وأشعر بمعاناتهم ومعاناة عائلتهم والتي لا يغني عنهم عنا السواء الألم الأبدي. لو كنت قد فعلت ما يقول لما كنت قد تمكنا من تجاوز الأمور، ولكن قد طلبت التحمل عقابة الله تماما كما عقب غابيل قتل أخوه إسرائيل، قتل أخوه هابيل. والأخوة لا يمكنون التقاتل مع بعضهم البعض. وأدعو الله الرحمة ويعود السلام إلى السودان ويتصالح جميع الأخوة السودانيين والأخوة أن يتخلون عن الصراعات السياسة، وأن يعودوا لكل واحد إلى بيته ويبدأ البناء من جديد. السودان مزدهر والمجيد في نور الله. وأدعو الله أن يعود زملائي الأطباء الذين ذهبوا إلى خارج السودان يرجعون إلى السودان لمعالجة المرضى والجرحى وإجراء الحرب. إنهم كانوا من أفضل الأطباء في العالم، من جراحين وأطباء أطفال وأطباء جلدية وأطباء أسنان وأطباء عيون وأطباء نفسية. معظمهم غادروا السودان ولم يبقوا سواء القليل منهم يواجهون كل المخاطر والمخاطر الصعبة لعلاج الناس وإنقاذهم حسب حياتهم الكاملة. ورحمة أدعو الله أن يعودوا الأطباء إلى السودان ويقدمون الرعاية للشعب السوداني، وكما عادوا أن يعودوا المعلمين الأخوة ويستعرفون التعليم الذين يحتاجوا الأطفال لافين في الشوارع بدون تعليم وبدون عمل. إنهم يعودوا. إنه العهد كتاب بمساعد الحقيقة، فإن المستقبل أن لم يعود المعلمون في وقته. وأدعو الله الموظفين والمسؤولين في الإدارة القبلية والكوادر الدينية ويعتمدون عليهم الهيكل الأخلاقي للسودان وللعمل معا لإعادة السلام وتذكير الناس بفضائل والتعايش السلمي والتسامح والمحبة. وينبغي أن يكون هناك مكانا للعنصرية ولا قبلية ولا كراهية. إلا أخيرا نحن جميعا سودانيين، جميعا نحن سودانيين، ويجب أن نعمل على إعادة السلام والازدهار وبلادنا الجميلة من أجل خلاصة المشتركة والمستقبل لأطفالنا. وأدعو الله أن يتوقف القتال ومن يتصالح الأخوة ويعودون بناء نفسهم في السلام. والله قد قادتهم السياسة إلى جحيم، واللهم أهديهم إلى الخير. وفإن الدين هو الإسلام وليس سلاح. في البدء أخيرا أشكر أخيرا السادة القضاء المحترمين، وأشكر محامين الدفاع، وأشكر وأشكر كل المحامين على شكرهم وعلى عملهم وعلى تقديرهم وعلى تحمالهم، ونشكرهم جزيل الشكر. ومن بعيد
أهني الشعب السوداني العظيم، أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما يصيب إلا من كتب الله عليكم. شكرا جزيلا. Yes. Very well. What we'll do is we'll adjourn now until 2:15, 2:15, and then we'll deal with responses to the judge's questions, which haven't already been dealt with. Yes, so 2:15, please. All rise. We are